Et si on parlait de sport ? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous accueillir dans l'émission Et si on parlait de sport pour cette 28e émission. Avec Laurent Garnier, nous allons avoir le plaisir de vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Bonjour Laurent. Bonjour Pauline. Et bonjour à Brigitte Linder et son équipe du comité départemental olympique sportif de Haute-Garonne qui nous font confiance et nous accompagnent au quotidien pour la réalisation de cette émission. Et pour cette 28e émission, nous accueillons Luc Belliot et Michel Vergne, membres du comité bouliste de Haute-Garonne et joueurs de sport boule. Guillaume Abelfo, athlète de haut niveau au palmarès impressionnant, plusieurs fois champion du monde en catégorie jeune et senior. Le dernier titre en date 2023, champion du monde de relais mix avec Florian Amar et le record du monde à la clé. Il répondra à nos questions par téléphone. Et Philippe Caster, responsable d'agence Occitanie Intérim. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Vous connaissiez les boules lyonnaises ? Rien à voir avec la pétanque. En 2000, naissance du sport boule excite le terme boule lyonnaise au profit d'une discipline composée de plusieurs épreuves distinctes. Le sport boule se veut plus athlétique que la pétanque puisqu'il faut courir avant de viser, non pas le cochonnet mais le but. Les championnats du monde ont eu lieu cette année au boulodrome de Rumilly en Haute-Savoie. Retour sur cet événement où l'équipe de France a particulièrement brillé. En deuxième mi-temps, une fois n'est pas coutume, et si on parlait des métiers du sport, l'équipe de Et si on parlait de sport est allée à la rencontre des professionnels qui œuvrent pour le développement du sport. Formation, filière sportive, accompagnement, coaching, tout ce que vous auriez aimé savoir sur le sport et que vous n'avez jamais osé demander. Profession Sport Animation 31 et le CREPS de Toulouse, en partenariat avec la direction régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport d'Occitanie, DRAGES, le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport de Haute-Garonne, SDJES, la région Occitanie, le pôle emploi, la mission locale Haute-Garonne, la mission locale Toulouse, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, DOS, le groupement d'employeurs sport-loisirs Midi-Pyrénées, GESL-MP et le centre de formation d'apprentis, CFA, Sport Animation Occitanie ont organisé la journée régionale des métiers du sport à Toulouse. Excusez-moi du peu, mais il fallait le dire, c'était une première et le rendez-vous est déjà pris pour une nouvelle édition en 2024. Mais avant le coup d'envoi de cette 28e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport avant match ? Et Pauline, on va démarrer avec le squash, avec les championnats du monde par équipe en Nouvelle-Zélande. La France termine à la 3e place, l'Égypte sacrée pour la 3e fois de suite. C'est la 5e médaille de bronze des Bleus dans cette compétition après 2005, 2007, 2013, 2019 et 2023, auxquelles s'ajoutent 2 médailles d'argent en 2003 et en 2009. Et en patinage artistique, championnat de France à Vaujany en Isère. La Rémoise Laurine Schild est devenue championne de France. Elle a devancé Stefania Glacki et Léa Serna. Chez les hommes, Adam Siao Imfa a conservé son titre de champion de France avec 304,41 points. Il devance Luc Economides et François Pitot. Kevin Aymoz termine 7e. On passe au saut à ski. Après sa victoire à Engelberg, Joséphine Pagnier a terminé à la 4e place sur le même site en Suisse. La Française de 21 ans conserve la tête du classement général de la Coupe du Monde. Et en snowboard cross, Coupe du Monde de Cervinia en Italie. Comme aux Deux Alpes, le duo tricolore composé de Chloé Trespuch et Loan Bozzolo a pris la 2e place en relais mixte. En biathlon, Coupe du Monde de Leyser-Heide en Suisse, intouchable comme jeudi sur le sprint et samedi lors de la poursuite, Justine Brézet-Boucher a été impériale dimanche sur la Mastart et réalise un impressionnant triplé, le premier de sa carrière. Elle est la première Française à signer un triplé en Coupe du Monde depuis Sandrine Baillet en 2005 à Pojuka en Slovénie. Passons au hockey sur gazon et championnat du monde U21. La France, vice-championne du monde des moins de 21 ans de hockey sur gazon, battue en finale par l'Allemagne 2-1 samedi à Kuala Lumpur en Malaisie. Alors on va passer du gazon sur le basket avec l'Euroleague féminin. Mal en point en Euroleague, les joueurs de l'Asvel ont réussi l'exploit en battant les Turcs de Fenerbahçe 89-81 qui sont leaders du groupe A, invaincus depuis 51 matchs. Vinoldak s'est nettement imposé face à Salamanque aussi en 82-58 alors que le Basketland a perdu contre les Turcs de Mersin 72-70. En Eurocoupe femmes, Bourges est pratiquement qualifié pour les 8e de finale de l'Eurocoupe après s'être largement imposé en Turquie face à Antalya 108-51. On va passer chez les hommes en Euroleague, toujours basket. Monaco s'incline chez le Fenerbahçe Istanbul 86-74 alors que l'Asvel chute une nouvelle fois contre le Panathinaikos 81-89. Et pour finir, Eurocoupe
hommes, Paris a battu Venise 100-70 et Bourg-en-Bresse s'est imposé face à Trente 79-67. Et 1, et 2, et 3, est-ce que ça vous dit quelque chose? On va parler handball avec le mondial féminin. Les Bleus décrochent un 3e titre mondial en dominant de bout en bout la Norvège. Les Françaises ont réussi leur pari à 7 mois des Jeux olympiques de Paris 2024. Face à la Norvège, elles ont décroché leur 3e étoile mondiale, 31-28. Bravo les Bleus. Et en Licky Moly Star League, en déplacement à Toulouse, Montpellier s'est incliné 33-29 et voit son adversaire du soir, 4e, revenir à 3 points. Et en volley Ligue des Champions, le champion de France Tourangeau a réalisé une belle opération en s'imposant à Ljubljana 3-1. Ce succès lui en trouve déjà les portes des play-offs de la Ligue des Champions. En Marmara Spike League, le Paris Volley a gagné à Montpellier 3-2 grâce à sa victoire sur 7 0-3 associée à la défaite de Nantes Rézé à Narbonne 3-1. Chaumont accentue son avance en tête de la Marmara Spike League. Toulouse, de son côté, a battu le Plessis-Robinson 3-1. Et en football féminin et la Ligue des Champions, les Lyonnaises se sont imposées 3-1 lors de leur 3e match de poule face aux Norvégiennes de Brandbergen. En Ligue des Champions, mais là, chez les hommes, Lens s'est imposé face au Séville FC 2-1 pour terminer 3e de son groupe. Au printemps, il disputera les barrages de la Ligue Europa. Le Paris Saint-Germain est passé par toutes les émotions, mais a assuré l'essentiel. Il est qualifié pour les 8e de finale après son nul face à Dortmund 1-1. On passe à la Ligue 1. Montpellier est allé battre Metz 1-0, tandis que Toulouse n'a pas réussi à surprendre Rennes 0-0. Et pour terminer, on va parler rugby avec la Champions Cup. Toulon encore battu sur le fil à Northampton 22-19. Bayonne s'incline d'un point contre Glasgow 11-12. La Rochelle battue sur le fil au Cap par les Stormers 21-20. Lyon s'est imposé 29-28 avec le bonus offensif face aux Blue Bulls. L'Union Bordeaux-Bègles s'est de nouveau largement imposée face aux Bristol Bears 36-17. Deuxième revers pour le Racing 92. Les Franciliens ont flanché sur la pelouse de l'Ulster 31-15. Victoire bonifiée du Stade Toulousain 19-47 avec la manière face aux Arlequins. À Londres, battu à domicile par Leicester 24-27, le Stade français compte désormais 2 défaites à l'issue de la 2e journée. Et en Challenge Cup, toujours en rugby, Clermont a concédé sa première défaite à Gloucester 28-17, à l'instar de Castres face à Édimbourg 34-21, Oyonnax face aux Italiens de Parme 14-21 et Perpignan face à Trévise 29-7 ont eux aussi été battus samedi. Seul Pau s'est imposé en venant à bout des Dragons de Newport 24-21, vainqueur des Ospreys 38-5. Montpellier enchaîne une 2e victoire. Et en Pro D2, Béziers a signé une 4e victoire consécutive en s'imposant à Valence-Roman 10-20. Mont-de-Marsan 5e a retrouvé la victoire face à Colomiers 25-20. Agen s'est incliné pour la première fois de la saison à Armandie face à Montauban 10-12. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Ici, on parlait de sport avec nos invités Luc Belliot, Michel Vergne et Guillaume Abelfaux. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Retour dans l'émission et si on parlait de sport avec nos invités Luc Belliot, Michel Vergne, membre du comité bouliste de Haute-Garonne et joueur de sport boule. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors avant de commencer ensemble, nous avons le plaisir d'entendre par téléphone Guillaume Abelfaux, athlète de haut niveau au palmarès impressionnant. Bonjour Guillaume. Salut à tous. Très heureux de t'accueillir dans notre émission et si on parlait de sport pour que tu nous parles de sport boule, anciennement connu sous le nom de boule lyonnaise. Tu as des choses à nous dire par rapport à ce changement de nom? Après, moi, j'ai toujours connu mon sport sous l'appellation sport boule, puisque moi, j'ai découvert les boules par le biais des épreuves sportives. Et c'est vrai que quand on parle un petit peu du sport boule, voilà, on a une image aussi de la boule lyonnaise, de notre cousin la pétanque. Mais moi, j'ai toujours adhéré avec les épreuves sportives dans un premier temps. Donc, pour moi, mon sport fait partie d'un sport de haut niveau, puisqu'on a les épreuves athlétiques. Et j'ai toujours connu mon sport sous l'appellation sport boule. Donc, on va laisser... je garde celui-là en tête. Ouais, on va laisser les anciens nous expliquer ça tout à l'heure. Alors, tout d'abord, pour nos éditeurs qui te découvrent, Guillaume, tu es un athlète de haut niveau, tu pratiques le sport boule, ton palmarès est déjà impressionnant avec de multiples titres de champion du monde en catégorie jeune. En catégorie senior, tu es 3 fois champion du monde en tir progressif, 2015 et 2021, et tout récemment en tir relais mixte 2023 avec ta coéquipière Floriane Amar que l'on salue. Tu es champion d'Europe relais en 2016, 2 fois champion de France senior, vainqueur de la Coupe des Nations 2023, et tu détiens le record du monde de tir progressif avec 51 boules touchées sur 51 boules jouées, ainsi que le record du monde de tir en relais mix avec Florian Amar, avec 56 boules touchées sur 58 jouées. Bravo, impressionnant. Je pense que j'ai rien oublié. Non, c'est ça, mais c'est gentil. Alors, on a une petite question à poser. Je suis pas tout seul à faire l'interview. Il y a ma jeune coéquipière, Pauline, qui a une question à te poser. Oui, Guillaume, comment devient-on sportif de haut niveau de sport boule?
Déjà, comme tout sportif de haut niveau, je pense que on est sportif dans l'âme avant tout, et puis c'est en pratiquant, hein, tout simplement. Il faut avoir un petit peu, faut avoir beaucoup d'amour pour son sport, beaucoup de détermination, et puis j'ai envie de dire, il faut être un peu rêveur, il faut croire en ses capacités, se fixer des objectifs d'abord atteignables, et puis petit à petit, quand on arrive à les atteindre, les objectifs sont toujours de plus en plus beaux et de plus en plus ambitieux. Et voilà, pour devenir sportif de haut niveau, il faut faire beaucoup d'efforts, il faut beaucoup travailler, il faut aussi prendre beaucoup de recul pour progresser et être sélectionné dans les équipes régionales, nationales, et puis porter le maillot de l'équipe de France. Et c'est comme ça qu'on devient un sportif de haut niveau. Alors justement, pour atteindre ce niveau de précision, il faut un entraînement spécifique. Là, on vient de voir les performances que tu as fait. Peux-tu dire comment tu te prépares pour ces compétitions ? Eh bien, pour ces compétitions, déjà, on a la chance d'avoir un staff en équipe de France qui est très cadré, avec la présence de Fabien Amar, le mari de Floriane, et Stéphane Pinjon. Les athlètes marchent vraiment main dans la main avec ces deux personnes-là. Ce sont deux anciens champions du monde de la discipline et des athlètes de très haut niveau il y a quelques années. Et tout simplement, en fait, déjà, on se livre une bonne bataille entre certains joueurs durant la saison. On s'affronte, et puis voilà, on est sélectionné à la fin d'année pour participer à diverses compétitions, que ce soit en simple ou en tir progressif ou en tir en relais. Et après, il y a une période à peu près durant l'été qui dure de 3 à 4 mois où on commence à s'entraîner. Et après, ça peut varier la spécificité, en fonction de la spécificité des épreuves, mais on a pas mal de fonciers en début de préparation, de courses d'endurance, puis des épreuves, sous forme de fractionnés, et on allie aussi beaucoup de la musculation. C'est comme dans tous les sports de haut niveau, j'ai envie de dire, s'il n'y a pas de musculation, on peut pas progresser, mais j'ai envie de dire, c'est très cadré et très calibré avec l'équipe de France. On a des phases où on s'entraîne un petit peu plus en course, puis après, évidemment, sur les dernières semaines, on est surtout sur du travail technique et sur du travail de tapis pour pouvoir emmagasiner un maximum de confiance et arriver au championnat du monde dans des conditions optimales. Et justement, on va faire un petit retour sur les derniers championnats du monde à Rumilly et votre titre de champion du monde avec Floriane Amar. Raconte-nous comment vous avez vécu ces moments en équipe. Et c'est vrai que c'était quand même une semaine assez exceptionnelle, puisque juste avant le championnat du monde à Rumilly, on avait gagné la Coupe du Monde à Saint-Vulbas. Donc on a passé vraiment 10 jours ensemble. Donc 10 jours, ça maintenant, quand on dit ça avec un peu de recul, c'est passé vite, mais finalement c'était quand même assez long. Et on a eu la chance de gagner cette Coupe du Monde et d'arriver avec le plein de confiance. Donc on se devait on avait fait le record du monde sur cette Coupe du Monde à Saint-Vulbas, donc on se devait de prouver qu'on pouvait être champion du monde. Et ça s'est plutôt bien passé. Après, c'est difficile puisqu'on a une course par jour. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, la course elle dure 5 minutes et on attend toute la journée de courir 5 minutes. Donc c'est quand même assez long. Après, on a l'habitude de ce genre de compétition, mais on n'a pas trop le droit à l'erreur. Donc il fallait faire un bon premier passage pour pouvoir avoir un huitième de finale assez ouvert. Ce fut le cas, et un quart de finale également assez ouvert. Et puis à partir de vendredi, l'avant-dernier jour, voilà, les choses sérieuses ont commencé, puisqu'on a joué la Croatie, qui est une nation très forte de notre sport. Donc il a fallu faire une grosse demi-finale en Croatie et contre la Croatie, et le dernier jour, le samedi, décrocher le titre face à la Turquie, qui est une nation émergente et qui a fait que monter en flèche durant ce championnat du monde. Donc c'est vrai que on avait un petit peu dominé le championnat en termes de performance, mais la course la plus importante, évidemment, c'était la finale, puisque tout le monde voyait qu'on dominait ce championnat du monde, mais si on avait perdu cette finale, on aurait retenu que les Turcs avaient gagné, et c'est tout, quoi. Oui. Donc il a fallu rester vraiment très vigilant, surtout que les Turcs font une finale à 50 frappes, donc c'est quand même une performance qui est remarquable, puisqu'il y a 2 ans, les derniers champions du monde français ont été champions du monde avec 47 frappes. Donc ça montre que le niveau il progresse, et voilà, il fallait absolument qu'on soit au top pour pouvoir battre les Turcs avec 53 frappes réalisées en finale. Donc c'était quand même une semaine qui est passée vite, mais qui reste assez longue, puisque voilà, on attend juste un passage de 5 minutes toute la journée, et voilà, sachant que si malheureusement tu te retrouves à perdre, c'est terminé, quoi. Donc mais émotionnellement, je garde des images magnifiques avec tout le groupe, et puis ces derniers moments de victoire avec Floriane, ça restera
gravé à jamais quoi dans ma mémoire. C'était un moment inoubliable partagé surtout avec une femme parce que les compétitions, on voit dans beaucoup de sports qu'il n'y a pas de mixité. Et j'ai eu la chance de gagner des compètes avec des hommes et de gagner des compètes tout seul. Mais là, partager une victoire internationale, et Floriane Amar, c'était son premier titre de championne du monde. Donc quand on prend un peu la sensibilité d'une femme et il faut faire attention à ce qu'on dit, comment on se comporte et c'était quand même un super moment à vivre. En tout cas, il faut la féliciter aussi. Donc, je ne sais pas si elle nous écoute, mais en tout cas, nous, on a été sensibles. Moi, j'ai regardé la vidéo et la performance. Bravo à tous les deux. J'ai envie de te poser une question, moi, justement, puisque vous étiez tous les deux. Donc, les qualités techniques requises pour pratiquer ce sport, qui est un sport maintenant de haut niveau, qui est reconnu par le ministère. Alors, aussi bien pour toi en tant qu'homme, mais en tant que femme aussi. Est-ce qu'il y a, voilà, quelles sont ces qualités qu'il vous faut pour être un pratiquant de haut niveau de sport boule? Tout simplement, déjà, il faut une bonne condition physique, puisque les athlètes qui gagnent sont souvent les athlètes qui vont le plus vite. Donc, il faut pas aussi confondre vitesse et précipitation. En plus de la qualité physique, d'endurance et de résistance, il faut aussi avoir une bonne coordination. Donc, toutes ces qualités techniques, tous ces gestuels techniques qu'on répète à l'entraînement et que tous les sportifs de haut niveau, quel que soit le sport, répètent maintes et maintes fois, puisque c'est vite fait de s'entraîner fort, mais pour performer, il faut frapper des boules. Donc la qualité technique, de coordination, de précision, ça se travaille. Donc j'ai envie de dire, dans un premier temps, il faut avoir un bon physique, un bon foncier, il faut être capable d'être résistant, il faut être capable d'être très coordonné. Et dans cette épreuve de course, il faut avoir surtout de grosses qualités mentales. Il faut être sûr de soi. Il faut accepter qu'il peut y avoir des échecs et avoir cette capacité à rebondir et à rester calme, puisque 5 minutes, pareil, c'est un peu les mêmes expressions que je redis, mais ça, c'est peut-être long, mais ça passe très vite, donc c'est vite fait de perdre pied et je sais pas. Il faut pas craquer, quoi. Quoi vous dire de plus, mais il faut pas craquer. Il y a une grosse partie mentale quand même. Exactement, comme dans beaucoup de sports, comme je prends l'exemple du judo, comme un judoka qui vient de se faire prendre une prise et qui est tombé au sol et qui doit repartir pour essayer de gagner. Et nous, c'est pareil, comme dans tous les sports, quand tu es mené au score, il faut avoir cette capacité à résister, à se créer des occasions pour repasser devant et marquer dans les sports collectifs. Voilà, on est vraiment un sport à part entière. On a toute notre place dans le haut niveau. Je suis déçu qu'on fasse pas partie de ces Jeux Olympiques à Paris, parce qu'on aurait pu montrer qu'on avait de belles choses dans notre pratique sur du tir sportif, du tir de précision, des épreuves traditionnelles. On a un sport qui est très complet et voilà, derrière un téléphone, c'est difficile de vous en parler, mais moi j'encourage les jeunes qui sont motivés pour découvrir un sport nouveau où il y a de la dimension physique, athlétique, de coordination, de précision et la dimension mentale. Enfin, on a toutes les qualités requises pour faire partie des jolis sports émergents, quoi. En tout cas, c'est spectaculaire. Et pour toi, quels sont les prochains grands rendez-vous? Les prochains grands rendez-vous, déjà avec mon club de Ballaruc, ça va être de terminer dans les 2 premiers de la saison régulière en élite pour pouvoir discuter la finale qui va se trouver à Saint-Vulbas. Saint-Vulbas d'ailleurs, on a joué contre eux ce week-end, on a pris une bonne correction, donc on voit qu'ils sont très en forme. Donc ça va être de faire la finale contre eux en club sportif, en élite 1, en première division. Et après, rapidement, sur le secteur aussi traditionnel, c'est très important, mais c'est un autre volet de notre sport. Mais cette année, les championnats du monde vont arriver très tôt. Il va y avoir pour la première fois l'épreuve mixte qui va être sur le championnat du monde masculin. Donc j'espère que Florian et moi, en tout cas, on va faire en sorte d'être au top niveau encore cette saison pour pouvoir être sélectionné une nouvelle fois. Les championnats du monde vont être à Saint-Vulbas également. Donc ça va être d'être sélectionné sur ce championnat du monde et essayer de décrocher un deuxième titre de champion du monde avec ma partenaire. Bon, c'est tout ce qu'on va te souhaiter pour 2024. Merci Guillaume pour cet échange. Tu restes en ligne, tu interviens quand tu veux, mais on va retrouver quand même Luc Belliot et Michel Verne qui sont tous les deux avec moi et qui sont aussi d'ardents pratiquants. Et ils vont nous parler de la discipline en plein développement justement médiatique. Luc, Michel, à vous de jouer. D'abord pour nous éclairer, pourquoi le changement de boule lyonnaise à Sport Boule? J'en parlais tout à l'heure, mais ça reste une curiosité. J'aimerais bien rentrer un peu dans ce sujet-là. Guillaume, tu restes à l'antenne et si tu veux intervenir, n'hésite pas. Luc, Michel, qu'est-ce qui peut m'éclairer sur ce point de vue-là? L'appellation a changé. Il y avait un besoin aussi de rajeunir notre image, car la boule lyonnaise, ça date de centaines d'années. Tout le monde a joué aux boules et c'est vrai que la venue d'épreuves sportives destinées peut-être à une population un peu plus jeune nous a fait progresser et nous a permis de changer
notre image qui était un petit peu ancienne. Le mot sport est important. Je pense que ce que Exactement. disait tout à l'heure Guillaume, lui, il n'a pas connu forcément boule lyonnaise, qui est peut-être a une connotation un peu, entre guillemets, je vexe ces personnes, mais vieillotte, alors que dès qu'on met la notion de sport, on est déjà dans une compétition. Et comme il disait tout à l'heure, aller vers les Jeux Olympiques, il faut peut-être parler plutôt de sport boule que de boule lyonnaise. Je sais pas, tu me regardes, Luc, t'as pas l'air d'être... Oui, non, on a gardé notre entité puisque ça s'appelle le sport boule boule lyonnaise. Donc l'entité est gardée. La fédération, ça a démarré en 1922 par le regroupement du Lyonnais, du Dauphiné, de l'Aisne, des deux Savoies, des Alpes-Maritimes et de la région Saint-Étienne, qui ont commencé à jouer à la boule lyonnaise. Et le grand changement s'est fait en 1976 où on est devenu la FFSB, la Fédération Française de Sport Boule, avec un caractère beaucoup plus sportif. Puis international quand même, parce que si on veut aller plus loin, si on reste sur, on va dire, des petits départements de régions françaises, il y a besoin de passer un cap. Et là, avec ça, ce que disait tout à l'heure, maintenant, il y a la Turquie, il y a on joue sur les 5 continents. Voilà, c'est-à-dire donc que c'est important. On a quand même un bon vivier dans l'Europe, puisqu'on a beaucoup de nations comme l'Italie, l'Espagne, la Croatie, la Slovénie, la Turquie qui est arrivée et qui a des résultats assez importants. On a aussi donc l'Amérique du Sud avec le Chili, l'Argentine, le Brésil. Il y a la Chine, le Japon, l'Australie, et on a le continent africain avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie qui participent à toutes les épreuves internationales du sport boule. Et concrètement, pouvez-vous nous expliquer comment ça se joue et quels sont les différents types d'épreuves ? Alors, on a deux pratiques dans le sport boule. C'est-à-dire qu'on a le jeu traditionnel, c'est un petit peu le cousin de la pétanque. On connaît bien les règles de la pétanque. On a un sport qui s'assimile un petit peu à la pétanque. On peut jouer donc en tête-à-tête, ce qu'on appelle le simple, en doublette ou en quadrette, avec une réglementation qui est beaucoup plus précise, des longueurs de jeu qui sont un peu plus longues, puisqu'on joue de 12,50 m à 19,50 m. Et dans un cadre bien déterminé, bien tracé, de manière à que les boules comptent, si l'on peut dire, parce que le but du jeu, c'est toujours le même, c'est d'aller le plus près possible du but. Mais il y a des règles, effectivement, au tir, notamment au sport boule, on n'a que 50 cm d'impact devant la boule. Directement sur la boule ou à 50 cm maximum, donc on n'a pas c'est un petit peu différent de la pétanque. Les boules également sont plus lourdes, plus grosses, et la distance, comme disait Luc, est beaucoup plus importante. Oui, voilà, donc c'est plus technique. Il y a une deuxième partie, ça c'est classique, et la deuxième partie c'est la partie sportive que Guillaume a un petit peu évoquée, c'est-à-dire qu'on a des spécificités avec des courses, des duels. Souvent ce sont des duels, on fait des courses en duel, des confrontations. On a du relais mixte, du relais, du combiné, du tir de précision. Tout ça a été apporté pour un petit peu redynamiser le sport boule et donner d'autres épreuves à notre sport. Alors j'encourage les auditeurs à aller voir sur YouTube. Moi j'ai regardé la finale de Guillaume et de Florian. J'étais impressionné de les voir courir, d'être capable de courir, de viser en même temps, tout ça en mouvement, et d'aller toucher ce qu'on appelle le but, c'est ce que vous appelez ça le but, et de récupérer de l'autre côté, de repartir tout ça en courant. Je pense que niveau cardiaque, comme il dit, c'est 5 minutes, c'est énorme. Quand on fait du judo, on sait déjà ce que c'est que 5 minutes sur un tatami, donc c'est pas simple. Et là, ça donne une impression extraordinaire. Alors, allez voir, allez jeter un œil, parce que je pense que la performance, elle est là, il faut la regarder. Ça représente 1500 mètres en athlétisme, voilà, l'équivalent de la course sur 5 minutes. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment un sport. Il faut aller le découvrir. Je crois que c'est très important. On disait tout à l'heure aussi une question sur le plan sportif. Quels sont les éléments majeurs du sport boule, pour le plan international, national, on l'a vu, mais aussi dans la région Occitanie. Quels sont les grands rendez-vous, les grands événements majeurs ? Alors, l'Occitanie, c'est la deuxième région bouliste, on peut dire, de France après la région Rhône-Alpes, du fait de l'appellation de boule lyonnaise. Donc, on a aussi une région qui compte entre 4 et 5 000 joueurs, avec des différents niveaux. Alors, peut-être pour faire une petite aparté, tout le monde ne peut pas faire effectivement du tir sportif, ça dépend de l'âge. Oui, parce que avant, vous m'aviez montré, il y a une différence qu'on n'a pas évoquée, mais la boule
n'est pas du tout la même que la boule de pétanque. Tu me disais, on voit bien que sur les images que j'ai reçues, l'une est beaucoup plus importante, donc il faut avoir quand même dans la main, il faut la tenir. Il y a une question de poids de différence. Est-ce que tout à fait. Disons qu'une boule de pétanque, en moyenne, on joue avec des boules de 75-76 mm de diamètre. 700 grammes à peu près. À la lyonnaise, on est sur des boules qui font aux alentours de 96 mm de diamètre. Là, on comprend mieux la musculation dont parlait Guillaume tout à l'heure, oui. Parce que j'imagine que lancer au niveau du bras, de l'épaule, ça doit pas être facile. Quoi. La différence avec la pétanque, c'est qu'on a un tir en mouvement. On n'est pas arrêté dans un rond, on a une course d'élan pour pouvoir tirer les boules. Donc c'est assez... Alors, une petite aparté, mais justement, alors si Guillaume il m'écoute encore, mais est-ce que ça pose pas des problèmes justement pour les femmes au niveau de la boule? Est-ce que c'est la même boule pour les deux, Guillaume? Non, en fait, justement, même entre nous, les hommes, entre les femmes, entre elles, on a chacun une boule qui nous est propre, quoi, en fonction de la taille de la main, la sensation, nos habitudes, de préférence. Moi, je sais que je suis un coureur qui tire pas forcément avec des grosses boules. Hein. On va prendre certains joueurs, certains grands tireurs, comme par exemple Jérémy Micou, qui est un super icône dans notre sport, qui est grand, qui a une grande allonge. Lui, il tire avec des boules de 100 mm de diamètre et qui est des boules qui font 1 kg, alors que moi je vais tirer avec des boules qui font 97, donc c'est un petit peu plus petit. C'est que 3 mm, mais quand même dans la main ça se sent. Et les femmes, elles vont tirer plutôt pareil, hein, on va prendre une athlète incroyable, Barbara Barthé, qui d'ailleurs ce week-end a égalé son record du monde en tir progressif. Elle va tirer avec du 98 je crois, ou du 99, donc c'est quand même une grosse boule pour les filles, et elle va tirer à peu près 950 ou 960, alors que la plupart des filles de haut niveau vont tirer plutôt avec du 94, 95 maximum, et des boules qui vont peser 950 grammes, quoi. Alors, pour conclure un petit peu, quels conseils, là, tous les deux, vous donneriez aux personnes qui souhaiteraient pratiquer le sport boule? On va conclure un petit peu là-dessus, mais c'est quoi les conseils? Alors, déjà, c'est de venir nous voir dans les boulodromes, puisqu'on a un avantage. Alors, où on vous trouve et comment ça se passe? Alors, on nous trouve dans la Haute-Garonne, pour tout vous dire. Alors, on a bien sûr des sites internet. Hein, la fédération déjà a son propre site où on trouve déjà, si vous cherchez un club, il y a une petite carte de France où on peut donner son adresse et on trouve le club le plus proche de soi, ou après par les comités bouddhistes, les pages Facebook aussi, parce que c'est vrai que tous les clubs pratiquement de Haute-Garonne ont fait leur page Facebook avec des informations et puis les heures des entraînements, les lieux où se trouve le boulodrome. Et puis on a la chance aussi d'avoir quand même des boulodromes couverts et chauffés sur la ville de Toulouse et même en dehors, donc qui permettent de jouer toute l'année sans problème. Un petit détail peut-être aussi, ce qu'on n'a pas dit, parce qu'on a parlé des hauts niveaux, mais on peut commencer très jeune, on prend beaucoup de scolaires, on a beaucoup des scolaires à partir de 6-7 ans qui commencent déjà à jeter des boules comme ils peuvent vers des objets qui font rouler les boules, mais ça les amuse beaucoup parce qu'il y a cette partie ludique aussi qui est importante, et on va aux retraités, hein, jusqu'on a des licenciés qui ont 90 ans et qui jouent encore. Alors on pourrait vous écouter encore des heures, malheureusement notre temps nous a un petit peu compté. Une dernière petite chose, quand même un souhait chacun pour cette nouvelle année qui arrive, l'un l'autre, et Guillaume éventuellement, quel souhait pour 2024 avec cette année Jeux Olympiques qui s'annonce? C'est surtout un regret, c'est le fait que le sport boule ne puisse pas être discipline olympique. Enfin, mais une petite note positive quand même pour 2024, faut quand même soutenir les Jeux Olympiques. Après oui, les Jeux Olympiques, on va les suivre de près en espérant qu'il y ait beaucoup d'athlètes français qui nous ramènent des médailles d'or. Michel? Oui, effectivement, on espère la baisse. Il faut être aussi conscient notre sport était un peu en baisse au niveau des nombres de licenciés. Là, on repart à la hausse cette année, donc c'est des bons signes, et on espère que la communication qu'on développe de plus en plus va nous permettre de gagner des licenciés, surtout de faire découvrir notre beau sport, parce qu'on l'aime vraiment. Je pense, ça se sent. Luc en fait partie. Lui qui tous les dimanches fait des kilomètres pour aller jouer au boule. Le dernier mot à Guillaume qui est encore en ligne avec nous, qui a gentiment accepté de passer ce temps avec nous. Guillaume, un petit souhait pour 2024. Merci à vous déjà de nous avoir donné la parole, de pouvoir parler un petit peu du sport boule. Et moi, je vais juste faire un clin d'œil à ta question précédente, c'est que nos boulodromes, ils soient remplis de nouvelles personnes. Et voilà, tous les gens qui souhaitent découvrir le sport boule, venez voir les rencontres des clubs sportifs. Il y a tout le panel des disciplines qui existent, des épreuves traditionnelles, des épreuves de tir technique, des épreuves de course. Et là, vous verrez que
Et ben le sport boule, c'est un petit peu de l'athlétisme avec de la précision et de l'endurance et de la dominante cardio. Vous pouvez voir toute la richesse de notre sport. Donc j'espère que nos boulodromes, ils seront pleins et dans les rencontres de clubs sportifs, que ce soit de National 4 à Portet-sur-Garonne, dans l'Occitanie, ou alors à Ballaruc-les-Bains en Élite 1. Voilà. Merci Guillaume pour cet échange. Bonne continuation pour la suite de ta carrière sportive que nous allons suivre maintenant avec un intérêt aiguisé. Nous avons été très heureux de t'entendre dans notre émission et si on parlait de sport. C'est gentil, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci à vous. Et merci à Luc et Michel de nous avoir partagé cette belle passion qui vous anime. On vous souhaite une bonne saison 2024 et un bon développement de cette discipline passionnante. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez dans Et si on parlait de sport. Merci à vous. Maintenant, place à notre chronique sport et emploi. Vous recherchez des intérimaires ou de nouveaux collaborateurs à Toulouse, ou vous recherchez un job à Toulouse en contrat intérim, de CDD ou de CDI en Occitanie. Philippe Castet, responsable de l'agence Occitanie Intérim, vous en dit plus. Et si on parlait de sport, la chronique. Et oui, donc la chronique sport et emploi avec Philippe Castet. Bienvenue dans l'émission Et si on parlait de sport. Très heureux de t'accueillir pour parler de sport, mais plus particulièrement de l'emploi pour sportifs. Oui, l'emploi pour sportifs, parce que en fait, chaque sportif, on fait du sport à différents niveaux, qu'on soit amateur, semi-professionnel. Il y a plusieurs étapes dans la vie d'un sportif. Et il y a un moment, peut-être, il peut être en position de recherche d'emploi ou pour compléter un salaire ou pour se donner la possibilité de gagner sa vie. Et l'intérim, pourquoi pas ? Pourquoi pas l'intérim ? Philippe, avant d'aller plus loin, moi, ce que j'aimerais revenir, on va reparler de ça, mais avant de rentrer dans les détails, quelques mots sur Philippe Castet. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ton agence d'intérim? Parce que ce que tu me disais avant, c'est que c'est une création, c'est récent. Oui, ça a 2 mois, un peu plus de 2 mois. Donc Occitanie Intérim, on est boulevard de Suisse, dans Toulouse. Ce qui m'a donné l'idée de créer mon agence, c'est que j'avais une vingtaine d'expériences dans l'intérim. J'ai travaillé pour diverses sociétés, les sociétés majeures de l'intérim, les Vedurbis, les Ramstad, les sociétés comme ça. Et puis je me suis dit, j'ai rencontré des gens, ça a été une rencontre formidable, des gens formidables qui m'ont donné ma chance. Et donc ce projet a vu le jour il y a 2 mois où on a créé tout de A à Z, la recherche des locaux, le recrutement de personnel. J'ai avec moi 2 sympathiques jeunes filles qui travaillent avec moi, Margot et Laura, qui font du recrutement. On les salue. Voilà. Alors justement, donc c'est Occitanie Intérim. Tu t'adresses aux entreprises qui recherchent de nouveaux collaborateurs sur Toulouse et aux personnes qui recherchent à Toulouse un contrat d'intérim en CDD, en CDI, en Occitanie. Donc appelez Philippe Castet, c'est ça ? Ben oui. oui, on offre beaucoup de possibilités. On est tout d'abord, on est multi-critères, c'est-à-dire qu'on fait tous les métiers, quel que soit votre profil, que vous soyez manutentionnaire ou vous soyez ingénieur Bac+5. On répond à toutes les demandes des entreprises. On répond aussi à tous les demandeurs d'emploi qui veulent des petites missions, des longues missions, qui veulent tester des petites entreprises, des grosses entreprises. Et plus particulièrement, donc l'idée était venue, moi ayant créé une agence sur le handicap, il y a aussi la problématique des sportifs qui bien souvent veulent compléter leur activité, veulent être en position de pouvoir trouver un salaire pour compléter leur revenu. Et je me suis dit, c'est une idée qui a germé, on s'est dit, pourquoi pas aussi s'intéresser à ce domaine d'activité. Alors, tu t'appuies aussi, tu as un partenaire quand même qui permet aussi à ton agence d'avoir quand même une certaine tenue et un certain sérieux par rapport aux gens à qui tu proposes soit de l'emploi, soit des employés. Oui, on appartient au groupe JTI, qui est un groupe d'indépendants qui regroupe plus de 80 agences sur toute la France. Donc on a un support qui est un support informatique, un support au niveau du matériel, au niveau du recrutement. On a des plateformes où on peut diffuser nos annonces partout. On a tout ce qu'il faut pour bien travailler. Voilà, une superbe agence aussi que je vous invite à venir visiter. Et concrètement, comment ça se passe pour des entreprises en recherche de collaborateurs ou des personnes en recherche d'emploi ? Eh bien, tout d'abord, on va se déplacer parce qu'on aime bien rencontrer les gens. Donc moi, je vais me déplacer, je vais rencontrer les dirigeants, je vais voir leurs problématiques, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent pour recruter, c'est-à-dire quels sont les profils de poste. On va établir tout ça ensemble. On va parler des conditions de travail, de la rémunération, des horaires. On va se mettre autour de la table, on va définir comme ça un profil de poste. Ensuite, on va nous diffuser l'annonce sur plein de plateformes différentes, que ça soit le Pôle emploi, le Hello Work, Météo Job, etc. Il y a plein de plateformes comme ça où l'annonce va être diffusée. À partir de là, nous, on va récolter un certain nombre de CV, on va convoquer les gens en agence, on va leur faire un entretien et après, on fera une sélection et on proposera
proposera cette sélection aux dirigeants de l'entreprise. Alors, je suis un sportif, je suis effectivement avec des entraînements de folie, j'ai besoin d'arrondir un petit peu mes fins de mois parce que c'est pas évident de faire de l'entraînement de haut niveau et en même temps d'arriver à subvenir à mes besoins. Je vais voir Philippe Castet. Comment tu peux proposer à ces sportifs-là des solutions? Alors d'abord, c'est compliqué. Faut pas croire non plus qu'on a une baguette magique et on va trouver tout de suite l'emploi. Par contre, on va parler des restrictions. C'est-à-dire, est-ce qu'il veut un emploi sur 4 jours et par exemple se libérer le vendredi? Ou est-ce qu'il veut travailler tout le matin et être libre l'après-midi? Donc on va parler des restrictions, on va voir quelles sont ses conditions d'emploi et ensuite on va essayer de lui trouver l'entreprise qui correspond pile poil à ce qu'il recherche. Eh bien, merci d'être venu dans cette émission, de cette première contact avec Et si on parlait de sport. C'est intéressant de donner la parole aux sportifs, mais aussi de leur donner une solution. Et c'est ce que tu proposes. En tout cas, nous, on est très heureux de t'avoir reçu dans cette émission. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Un souhait pour cette nouvelle année, j'ai envie de dire justement, toi qui lances ton émission, sur cette année 2024 qui va être riche en événements et particulièrement les Jeux Olympiques, qu'est-ce que tu peux souhaiter? J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de médailles pour les Jeux Olympiques, voilà. Et j'aimerais bien aussi qu'il y ait beaucoup de Toulousains qui se mettent en valeur. Donc, défendons la région et puis beaucoup de médailles pour les JO, pour l'équipe de France. Voilà. Merci à toi et en tout cas à très bientôt dans cette émission. Merci. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants pour parler des métiers du sport avec notre reportage sur le terrain à l'occasion de la journée des métiers du sport organisée au Creps de Toulouse. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Retour dans l'émission Et si on parlait de sport pour parler des métiers du sport avec notre reportage sur le terrain à l'occasion de la journée des métiers du sport organisée au Creps de Toulouse. Au micro de Laurent Garnier, nous avons pu interroger différentes personnalités et intervenants qui ont participé à cette première édition. Et oui, Pauline, comme je le disais dans l'introduction de cette émission, une fois n'est pas coutume et l'occasion était trop belle pour ne pas se poser la question « Et si on parlait des métiers du sport ?» Dans notre émission, nous sommes allés à la rencontre des professionnels qui œuvrent pour le développement du sport, formation, filière sportive, accompagnement, coaching et tout ce que vous auriez aimé savoir sur le sport et que vous n'avez jamais osé demander. L'organisation générale de la journée régionale des métiers du sport à Toulouse a été confiée à Profession Sport Animation 31 et le Creps de Toulouse en partenariat avec la direction régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, la DRAGES d'Occitanie, le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport, la SDJES de Haute-Garonne, la région Occitanie, le pôle emploi, la mission locale Haute-Garonne, la mission locale de Toulouse, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, le groupement d'employeurs sport loisirs Midi-Pyrénées, GESLMP et le centre de formation d'apprentis sport animation Occitanie. Excusez-moi du peu, mais il fallait le dire. Et voilà, donc nous sommes avec Muriel Roth, directrice du Creps de Toulouse. Alors, on est dans la semaine de promotion des métiers du sport et plus particulièrement des métiers d'animateurs du sport. Et nous essayons de trouver le moyen de faire connaître ces métiers-là le plus largement possible dans cette semaine-là. Alors, c'est pourquoi le Creps s'est investi dans cette opération-là? C'est venu de là-haut ou c'est une volonté de travailler avec aussi, je vois le GDOS qui est là aussi avec vous? Alors, nous travaillons toujours en écosystème, c'est-à-dire avec l'ensemble des acteurs du territoire, puisque notre job à nous, le Creps, c'est de répondre aux problématiques d'intérêt public et surtout répondre aux problématiques des employeurs, puisque je suis un organisme de formation. Je suis là pour former, dans un cadre qui m'est effectivement imposé par le national, mais surtout avec des contenus que je peux moduler en fonction des besoins des territoires et des acteurs. Donc, mon métier, c'est de bien prendre le pouls
en fin de compte des besoins des employeurs. Et le GDOS et d'autres en font partie. Donc automatiquement, on travaille au quotidien ensemble. Et donc il était naturel pour nous de pouvoir travailler ensemble sur cette information au plus grand public. Alors donc, quand il y a information, on va se retrouver avec les jeunes, vont pouvoir venir cet après-midi à un forum, si j'ai bien compris, et ils vont pouvoir poser des questions, s'informer. C'est un petit peu votre rôle en fait. C'est aussi notre rôle. Notre rôle principal, c'est former, mais on a aussi l'orientation et l'information qui est notre deuxième mission. Et donc, on doit être le plus actif possible à faire connaître, en fin de compte, la capacité à construire un métier à travers le secteur sport et son métier à soi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans le champ du sport, animer, encadrer. On peut aussi être médecin du sport, on peut aussi être journaliste du sport. Donc, on fait cette information-là, puisqu'on a aussi la problématique d'avoir en permanence 350 jeunes sur le site des sportifs de haut niveau qui eux-mêmes se posent la question de leur orientation. Donc on fait le lien entre tout ça et on a ce métier-là de l'information et de l'orientation autour des métiers du sport. Alors justement, les métiers du sport, c'est tellement vaste que je pense que c'est intéressant pour les jeunes de savoir qu'il y a tellement de différentes filières que aujourd'hui, il n'y avait pas, à l'époque c'était uniquement prof de gym terminé. Aujourd'hui c'est tellement diversifié, ils vont pouvoir trouver toutes ces réponses. Ils sont censés pouvoir trouver toutes ces réponses. Après, ils ont toujours des questions étonnantes. Et donc, effectivement, au fur et à mesure de rencontrer les usagers et de rencontrer les employeurs, on fait ce lien et cette chaîne, en fin de compte, entre ces jeunes qui cherchent à s'insérer professionnellement et ces employeurs qui cherchent des professionnels. Et donc, notre métier, c'est vraiment faire ce lien et de faire cet emboîtement et de permettre à tout le monde, en fin de compte, de trouver la réponse attendue, que ce soit pour l'usager ou que ce soit pour l'employeur. Merci, on passera ce petit message dans Et si on parlait de sport, parce que nous on va parler de cette initiative qui est une première d'après ce que j'ai compris. En tout cas, merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci, avec plaisir. Nous sommes maintenant avec Jean-Paul Doutreloup, doyen de la faculté des sciences du sport et du mouvement humain de l'Université de Toulouse. Qu'est-ce qui vous a amené ici ? On est ici parce qu'on est des partenaires privilégiés du CREPS, notamment pour tout ce qui concerne la formation au métier du sport. Alors justement, une journée comme ça, c'est une première, d'après ce que j'ai entendu. Quel est vraiment l'investissement ou votre rôle par rapport à cette semaine ? Alors pour cette semaine, l'objectif c'est pour nous, formation publique au métier du sport, c'est d'essayer de mutualiser nos ressources et d'harmoniser nos formations pour pas qu'il y ait de redondance. Donc là, moi je vais principalement présenter tous les métiers qui concernent les sciences du sport, tout ce qui permet d'étudier le sport à 360 degrés par les différentes sciences supports, qu'elles soient sciences humaines et sociales ou sciences expérimentales. Donc là, vous allez à la rencontre des jeunes cet après-midi, il y a un forum. Le principe, c'est de donner des informations, les orienter un petit peu, leur donner des idées. C'est ça, donner des idées d'issues professionnelles, donc de parcours de formation et de débouchés professionnels, puisqu'on touche à la fois la vente de matériel sportif, la fabrication du matériel sportif, on touche la recherche, on touche l'enseignement, on touche la santé, puisqu'on a pas mal de nos formations qui touchent au sport santé et à l'activité physique adaptée. On est multiforme dans les débouchés. On disait que le sport est un peu le parent pauvre en France. Quel est votre point de vue par rapport justement au développement de toutes ces filières ? Parce que il y a quelques années, il n'y avait pas tout ça. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Le sport est encore le parent pauvre, puisqu'on est obligé de le décliner sous sa version enjeu national. Par contre, j'espère qu'avec les Jeux Olympiques de Paris, ça va être une opportunité pour rendre compte que en lien avec le Covid et la crise que l'on a connue, que l'activité physique était essentielle pour le maintien en bonne santé. Et donc, si on a des professionnels qui permettent de le faire pour monsieur tout le monde dans le cadre d'opérations sport-santé, mais aussi qu'on a des professionnels qui permettent d'optimiser la performance pour avoir des médailles aux Jeux, on aura gagné dans tous les secteurs. Donc vous pourrez dire que vous avez poussé nos champions à devenir à récupérer des médailles d'or. C'est ça, on va pousser les champions, on va aider et pousser les champions à avoir des médailles d'or et on va aider monsieur tout le monde à pousser derrière ces champions par l'exemple qu'ils vont donner en faisant de l'activité physique eux-mêmes. Merci pour votre témoignage et on va passer ça dans notre émission. Et si on parlait de sport, c'est l'occasion justement de parler de ces métiers du sport. Merci à vous. Voilà, nous sommes avec Line Malric, vice-présidente déléguée au sport et au sport santé au conseil départemental de Haute-Garonne. Que vient faire le conseil départemental dans ce type de rencontre ? Tout simplement parce que le conseil départemental s'intéresse à la formation aussi de nos jeunes. En particulier, nous avons lancé une politique sport santé et il y a un partenariat qui se fait avec les différents
donc acteurs du sport santé en Haute-Garonne, et nous sommes là pour avancer, construire, parce que les jeunes, c'est l'avenir. Donc là justement au niveau de la formation que vous allez faire, vous allez proposer des choses avec le CREPS, tout ça, c'est des choses qui sont prévues ? Oui, nous allons travailler ensemble donc sur différentes actions sur les années à venir. Nous commençons en 2024 et ça va s'étaler sur 3 ans. Donc que ce soit des actions, de la formation, de la mise en relation, et surtout nous voulons mettre la Haute-Garonne en mouvement. Donc la sportive est toujours en train de courir là. Oui, mais pas assez pour ma santé. Merci beaucoup Lynn-Henrique, à bientôt. Nous sommes avec Véronique Cazin, chef du pôle régional des formations, certifications et de l'emploi à la direction régionale jeunesse et sport et cohésion sociale d'Occitanie. Expliquez-nous ce que vous faites ici dans cette journée des métiers du sport. Alors c'est une semaine particulière, donc c'est le mois de valorisation des métiers du sport. Donc la Dragesse est présente pour faire connaître aux jeunes l'ensemble des missions qui existent, les formations en direction du sport. Donc on participe aujourd'hui aux côtés du CREPS sur la valorisation de ces métiers. Et vous avez une action particulière dans cette semaine ou c'est une première comme ça ? Comment ça s'est lancé cette idée en fait ? Alors c'est 8 événements sur toute la région Occitanie. Donc nos 2 CREPS aujourd'hui font un temps fort auprès des jeunes pour valoriser les métiers du sport. Et ceci jusqu'au 5 décembre. Donc on accompagne les projets sur ce qui peut être plus facile pour les jeunes pour pouvoir accéder mieux à leur formation, bien connaître le champ de la formation, quel emploi derrière et quel opérateur peut me permettre d'avoir une formation. Alors, il y en avait peut-être besoin parce que le sport, on dit souvent que c'est un peu le parent pauvre en France. Est-ce que je peux pousser le bouchon aussi loin ? C'est pas le parent pauvre parce qu'on n'est pas dans les métiers en tension. Par contre, la configuration de l'emploi est particulière. On a beaucoup d'emplois saisonniers. On a parfois des emplois peu pérennes. On invite aussi à faire des formations de double brevet d'État pour qu'il y ait une meilleure employabilité. Donc ça, c'est aussi le sujet de la direction régionale pour consolider l'emploi et favoriser l'insertion pro. Merci, on espère quand même que tous ces jeunes vont comprendre et se dire c'est intéressant de faire un métier dans le sport et grâce peut-être aussi à vos initiatives. En tout cas, merci pour eux et très heureux de vous avoir reçu dans cette émission. Merci à vous et puis n'hésitez pas à franchir la porte de la Dragesse et de mes 15 collègues qui peuvent accompagner ces projets de jeunes. Voilà, avec Claire Gouzy qui est conseillère à l'emploi chez Pôle emploi, qu'attendez-vous de ce forum ? Nous sommes Pôle emploi intervenant sur cette journée du forum des métiers du sport, tout simplement parce qu'il y a un partenariat qui avait été mis en place par une de mes collègues, Laure Lasserre, que je cite et qui aurait dû être là aujourd'hui, que je remplace, avec le PSA 31. Et l'objectif est d'informer les personnes, notamment les demandeurs d'emploi, en orientation professionnelle, en reconversion professionnelle, tout simplement sur la formation, le financement, les rémunérations et la validation du projet professionnel. Donc Pôle emploi a toute sa place effectivement dans cette journée-là. Vous avez beaucoup de demandes justement de gens qui arrivent au Pôle emploi pour demander des filières de sport. Comment ça se passe ? C'est un peu nouveau en fait ces filières de sport, j'ai l'impression. Alors aujourd'hui, les filières de sport sont, je pense, en pleine expansion. On a eu le mondial du rugby, les JO qui arrivent, donc ça doit susciter également beaucoup d'envie d'aller sur les métiers du sport. Maintenant, il y a plein de métiers dans le sport. J'en ai aussi découvert moi ce matin lors de la réunion. Et donc, il est important qu'on puisse informer les gens, les mettre en lien avec des partenaires, des prestataires, des centres de formation pour qu'ils puissent aller se renseigner et travailler avec eux leur projet professionnel. Alors les gens viennent vous voir, comment ça se passe, comment c'est organisé, est-ce qu'il y a un secteur particulier chez Pôle emploi pour le sport, est-ce que tout ça c'est prévu ou pas, ou pour l'instant c'est encore un peu tout le monde, un peu mélangé? Il n'y a pas de service spécialisé, c'est-à-dire que quand la personne demandeur d'emploi arrive, elle va voir son conseiller est à même de le renseigner, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait une équipe spécialisée dans le sport, en tout cas pas aujourd'hui, peut-être que dans l'avenir ça se fera, mais aujourd'hui le conseiller est en capacité de répondre à toutes les demandes, dont notamment sur le sport. Et puis comme on travaille en réseau et comme on échange très régulièrement les uns et les autres, il y en a qui ont des acquaintances plus vers le domaine du sport, donc ils vont plus nous renseigner, mais nous travaillons tous ensemble. Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers qui sont demandés justement moi je dirais qu'à l'époque métier du sport c'était prof de gym point barre. Aujourd'hui est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels ça pousse un peu plus, où il y a des demandes particulières? Est-ce que ça dans ce que vous avez l'habitude de voir, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui bouge dans ce domaine-là? Alors bien sûr on a les Jeux Olympiques, ça peut inciter, mais est-ce que vous avez senti une différence?
Non, je dirais qu'aujourd'hui, c'est souvent plus de l'animation pour tous, du loisir pour tous. Après, beaucoup de coachs sportifs, surtout en micro-entreprise, des entrepreneurs. Mais il n'y a pas de métier vraiment qui sortent du lot. C'est vraiment les métiers du sport. Voilà, sans forcément avoir une dominante sur une activité, que ça soit du nautique, que ça soit de l'escalade, que ça soit du sport co, etc. C'est vraiment très mélangé, en tout cas sur le site de la Belge. Alors au niveau des comités sportifs que nous on a rencontrés si on parlait de sport, il y a effectivement pas mal de gens qui s'interrogent parce que le bénévolat c'est bien mais ça devient difficile. Comment embaucher quelqu'un, comment proposer? En fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de possibilités. Et est-ce qu'il y a la possibilité de faire des connexions? Est-ce qu'il n'y a pas une solution? Parce que avec les gens de PSA avec qui on travaille 31, on voit bien les offres qui existent. Comment permettre à ces jeunes peut-être plus facilement de se connecter? Alors soit avec vous, soit avec PSA. C'est un peu une question quand même. Alors pour nous les jeunes, on travaille aussi en partenariat avec la mission locale. Ouais. Donc on travaille beaucoup avec eux. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une connexion qui se fait avec la mission locale. Et ensuite, on met en place des actions en fonction des sollicitations, bien entendu, des actions d'information collective, découverte des métiers, découverte d'un secteur d'activité. Nous faisons intervenir des professionnels dans ces secteurs-là. Et derrière, on travaille aussi avec le service entreprise, puisqu'on a des services avec des conseillers spécialisés dans l'entreprise, qui sont aussi en lien, je dirais, à même de renseigner sur les entreprises qui peuvent recruter, les mettre en lien avec des jeunes ou des moins jeunes, bien entendu. Et on travaille vraiment, c'est vraiment un réseau qui se met en place. Et l'objectif est, c'est parfois on envoie directement la personne, parfois on crée des événements. Pour aujourd'hui d'ailleurs, on a fait une communication au sein de toutes les agences de Pôle emploi avec la possibilité aux gens de s'inscrire spontanément. Voilà. Donc on travaille vraiment en réseau là-dessus. Et les liens se font effectivement par du relationnel. Tout simplement, on met en place des actions, des réunions, des demandes qui émanent. Et puis parfois, on intervient nous en tant que partenaire, comme aujourd'hui. Parfois, on est à l'initiative de l'action. Mais il y a beaucoup de connexions qui se font. On ne les voit pas, mais elles se font. Donc, en tout cas, merci pour ces informations-là. Donc, il faut rassurer nos auditeurs et leur dire que grâce à vous, Pôle emploi et à toute l'organisation qui se met en place, il y a des choses qui bougent pour le sport. On dit souvent que le sport est parent pauvre en France, mais en tout cas, il y a cette mouvance des Jeux Olympiques. Espérons que ça va pas retomber derrière et qu'il y a un vrai travail qui peut être fait. C'est une bonne initiative qui est faite aujourd'hui. En tout cas, Claire Gouzy, merci d'avoir répondu à notre interview. Et puis, on vous invite quand vous voulez dans l'émission pour nous parler de chroniques éventuellement, de développement, d'idées. Si on peut à travers cette émission aussi faire passer des messages par rapport aux jeunes, ça sera avec grand plaisir. Merci à vous de m'avoir reçu, de m'avoir permis de m'exprimer et bonne journée à vous. Alors Nicolas Verdon qui est délégué général de Profession Sport, qu'est-ce que Profession Sport d'abord? Alors la fédération Profession Sport Loisirs, c'est une fédération qui regroupe aujourd'hui 80 adhérents sur l'ensemble du territoire national, métropolitain et ultramarin, puisqu'on est aussi présent à Mayotte, en Guyane, à La Réunion, en Guadeloupe. C'est un dispositif qui date des années 90, ça a été créé à l'origine par Roger Bambuc, avec un projet qui était en fait d'accompagner le secteur associatif sur sa professionnalisation dans les champs du sport et de l'animation, les deux champs historiques du ministère Jeunesse et Sport. Donc voilà, donc aujourd'hui ce réseau accompagne à peu près 30 000 éducateurs sportifs et animateurs au niveau national sur des grandes fonctions qui sont de l'accompagnement à la paye et la gestion salariale, mais aussi on gère des groupements d'employeurs, on est nous-mêmes employeurs d'un certain nombre d'éducateurs sportifs, et puis on fait aussi pas mal de formation et de l'information et de l'orientation évidemment autour des métiers du sport et des loisirs. Alors justement, vous êtes en train de faire un tour de France, d'après ce que j'ai compris, puisqu'on est dans la semaine des métiers du sport, mais il y en a un peu partout. On est ici à Toulouse, au Krebs de Toulouse. Alors, un petit peu d'informations sur cet événement qui est une première, on va dire, ici à Toulouse. On a ce premier événement, la semaine des métiers du sport. Donc, comment ça s'est passé l'organisation et qu'est-ce que vous attendez de cet événement? Alors,
pour reprendre la genèse, la ministre des Sports a lancé il y a plusieurs mois un Grenelle de l'emploi et des métiers du sport qui s'est transformé, qui est maintenant un Grenelle de l'emploi et de l'insertion dans les métiers du sport. À l'issue d'un certain nombre de travaux de ce Grenelle et des conclusions, elle a souhaité lancer une semaine des métiers du sport pour marquer le rôle social et professionnel que peut avoir le sport dans notre pays. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est presque 450 000 emplois au niveau national. Hein. C'est aussi important qu'un certain nombre d'autres secteurs économiques, même si ça paraît pas, puisque c'est beaucoup géré par le secteur associatif, mais il y a aussi les loisirs marchands. Donc voilà, l'idée c'était de marquer cette semaine des métiers du sport pendant laquelle on fait de l'information et de l'orientation auprès des jeunes. Notre réseau déjà est habitué à ça puisque on estime qu'on fait à peu près 250 salons au niveau national par an pour informer et orienter les jeunes, notamment les lycéens ou des salons post-bac. Mais là, on va dire qu'il y a un temps dédié sur ces métiers du sport avec une communication nationale. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un boost qui a été fait parce qu'on reçoit les Jeux Olympiques? J'ai envie de me dire que quelque part, est-ce que c'est pas une occasion unique de donner un peu de vision au sport? Alors évidemment, vous l'avez entendu, le président a annoncé que 2024 serait la grande cause nationale serait le sport, donc tout est occasion de parler de sport et on en est plutôt content. Mais on est aussi content que justement on n'oublie pas cette dimension particulière du sport qui est aussi l'emploi. Hein. Comme je le disais, ça représente un grand nombre de salariés. Dans le sport, il y a le sport pour tous, il y a les médailles, il y a les champions, etc. Mais il y a aussi beaucoup de professionnels sur le terrain, beaucoup d'éducateurs sportifs, et c'était bien qu'à un moment on pense à eux aussi. Alors justement, qu'est-ce qu'on attend d'un salon comme ça? Qu'est-ce que les jeunes qui viennent nous voir là peuvent attendre d'un salon pareil? L'idée principale, c'est de découvrir les métiers et de découvrir la richesse des métiers. On se rend compte quand on fait les salons souvent que, évidemment, tout le monde connaît le prof de PS parce qu'on l'a tous eu à l'école. Un certain nombre d'entre eux connaissent l'éducateur sportif qui est dans leur club, qui les entraîne. Mais souvent, on ne sait pas comment il s'est formé, on ne sait pas s'il en fait vraiment son métier. Certains pensent que tous les éducateurs sportifs sont toujours des bénévoles, ce qui est plus le cas, et pour beaucoup d'entre eux. Et puis après, il y a tous les métiers périphériques au sport qui peuvent intéresser plein de jeunes. Alors, il y a les métiers du management, de la direction de structure, il y a les métiers administratifs, mais aussi, en ce moment, il y a beaucoup de réparateurs cycles, par exemple, de postes qui sont proposés dans ces métiers-là. On peut faire de l'entretien de bateau, on peut travailler dans l'entretien de golf. Il y a une multitude de métiers. On peut être juriste, on peut être web designer dans le sport aussi. Donc, il y a une multitude de métiers. Et donc, l'idée, c'est aussi de présenter tous ces métiers. C'est ça qui est intéressant parce qu'il n'y a pas si longtemps, on était dans les métiers du sport, on était prof de gym et ça s'arrêtait là. Et donc, c'est la richesse de ce que vous proposez aujourd'hui, en fait. Oui, la réalité, elle est toute autre. Et il y a une multitude de métiers et de plus en plus les associations sportives se professionnalisent, plus elles vont chercher des compétences. Donc, on peut faire de belles carrières dans le secteur du sport. Alors, on peut toujours faire de très belles carrières d'éducateurs sportifs sur le vis-à-vis pédagogique, mais il y a aussi tout un tas d'autres métiers. Et même sur les métiers d'éducateurs sportifs, on se rend compte que les jeunes, souvent, ne connaissent pas les cursus. Les parents connaissent les STAPS, le post-bac, mais souvent les diplômes jeunesse et sport, les BP, les DE, les DE-JEPS, etc. C'est des diplômes qui sont pas toujours connus du grand public. Donc faut renseigner, faut informer, faut répondre aux questions. Il faut aussi expliquer que il y a des contraintes dans le métier d'éducateur sportif, c'est-à-dire que souvent on travaille quand les autres ils ont fini de travailler. Donc c'est le soir, c'est le mercredi après-midi. Donc on essaye aussi d'orienter et d'informer les jeunes pour qu'ils se trompent pas et qu'ils vérifient bien que c'est vraiment le projet qu'ils veulent faire. Ça reste quelque part le sport une passion, puisque on voit qu'il y a énormément quand même de bénévolat, il faut le remarquer, mais c'est vrai que ces dernières années, la sécurité a été mise en avant, la formation a été mise en avant, pour pas laisser nos enfants dans les mains de gens qui n'auraient pas cette formation-là. Je crois que c'est cet effort-là qui est fait, et grâce à ce que vous proposez aujourd'hui, je pense qu'on peut dire aux auditeurs qu'il y a des métiers, il faut se former, on peut pas prendre des gens et des jeunes comme ça sans savoir comment ça marche, parce que ça peut être dangereux. Je crois que c'est un petit peu cette volonté-là, et c'est bien de pouvoir ouvrir je vais dire l'esprit aux gens en disant voilà, les métiers du sport, il y a ça, ça et ça, et je crois que c'est une belle initiative. En tout cas, un grand merci pour si on parlait de sport, et on sera heureux de vous recevoir à nouveau, que vous nous parliez un petit peu de ça. On est vraiment dans cet esprit-là, dans cette émission-là. En tout cas, merci d'être venu avec nous dans cette émission. Et voilà, on peut juste citer ce qui va se passer. Donc, il y a énormément de possibilités. On aura vous avez des journées régionales qui vont se passer aussi bien à Beauvais, à Rouen, dans le Grand Est, à Chartres, à Dijon, à Clermont-Ferrand,
différents, à Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, voilà, on y est, il y a Nantes et Rennes. Donc, tous ces secteurs-là, vous allez avoir donc la semaine des métiers du sport. Renseignez-vous, allez sur place. Vous allez voir, c'est intéressant. Ce sont des forums où les gens sont à votre disposition. En tout cas, Nicolas Verdon, merci de nous avoir accordé un peu de temps et à très bientôt. Merci à vous, merci beaucoup. Voilà, donc on est avec Yannick Morel qui est directeur de Profession Sport Haute-Garonne. Yannick, on vient de finir cette journée qui était basée sur les métiers du sport ici au Creps donc de Toulouse. Qu'est-ce qu'on retire d'une journée comme ça après un dossier qui a été monté assez rapidement, on va dire, et donc quels sont les résultats selon toi ? Alors pour moi, c'est une réussite parce qu'effectivement, comme tu viens de le dire, compte tenu du temps imparti pour organiser, nous avons eu quand même une bonne fréquentation et notamment l'après-midi où on ne savait pas du tout à quoi s'attendre justement en termes de public et tout ça. Donc c'est vrai qu'on a eu vraiment du monde. C'est en deux parties, hein. Oui. Et le matin, il y avait deux sessions différentes, hein. Oui, effectivement, c'était en deux parties. Donc, le matin, c'était plutôt une matinée de présentation des diplômes et des métiers, du métier d'éducateur sportif, qui était d'ailleurs en présentiel, mais aussi en visio, pour permettre à d'autres personnes un peu partout dans la région de se connecter. Et l'après-midi, on était plutôt sur un forum des métiers, orienté évidemment avec tous nos partenaires sur les métiers du sport en tant que tel. Alors, il y a quoi en gros comme style de partenaire ? J'ai vu qu'il y avait Pôle emploi, il y avait d'autres... Oui, on avait en fait plusieurs partenaires selon leur particularité. Alors il y avait le côté financeur avec la région par exemple, il y avait le CFA des métiers du sport aussi qui parlait sur l'apprentissage, on avait aussi du coup le CREPS qui parlait de sa partie formation, on avait aussi la faculté STAPS aussi qui est aussi une autre filière sportive, les missions locales, le Pôle emploi, tous les partenaires qui accompagnent aussi les gens en recherche d'emploi, les jeunes et moins jeunes. Alors donc, on retrouvera d'ailleurs des témoignages de ces personnes qu'on en a eu dans cette partie de l'émission. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est de pouvoir enfin parler de formation. Aujourd'hui, c'est vrai que le métier du sport, c'était un petit peu, on va dire, un petit peu éloigné de toute cette formation et surtout des métiers. On parlait souvent de prof de gym et puis point barre. Aujourd'hui, vous proposez aux jeunes donc, et aux moins jeunes de pouvoir rentrer dans des filières et de découvrir vraiment le sport, mais sous ces angles. On parlait des apartés, on disait tout à l'heure qu'on pourrait peut-être trouver d'autres sports, d'autres secteurs d'activité à proposer. Bien sûr, tu m'avais parlé de journalisme sportif, mais pourquoi pas ? Mais c'est vrai qu'on peut imaginer d'élargir. L'idée est bonne, il faut la travailler, je pense. Oui, tout à fait. Alors, pareil, dans l'urgence et dans la rapidité d'organisation, on s'est basé sur ce qu'on savait déjà bien faire, c'est-à-dire le métier d'éducateur sportif et les métiers dans le sport. Mais aujourd'hui, cette organisation demande à s'ouvrir plus vers les métiers autour du sport, tels que les diététiciens, nutritionnistes, tu l'as dit, les journalistes sportifs évidemment, mais aussi les fonctions de support. Il y a aussi il y a plein de métiers autour du sport qui travaillent dans le sport et pour le sport, mais qui ne sont pas nécessairement sur le terrain tous les jours au quotidien. Nous, on rencontre ici des gens qui sont autour du sport, entre autres les coachs mentaux qui viennent nous voir. C'est des gens qui en fait ont plein de choses à apporter, puisque le sport maintenant est devenu aussi un peu mental. On sait que nos Français ont de temps en temps besoin qu'on les bouscule un peu mentalement. Donc voilà, c'est une bonne initiative en tout cas. Donc le résultat en gros du public, vous êtes content du nombre ? Combien de personnes on peut grosso modo sur la journée ? Sur la journée, on est sur une fréquentation à peu près de 160 personnes. D'accord. Ce qui est plutôt intéressant, avec notamment l'après-midi plutôt un public jeune, des jeunes qui sont venus avec leurs parents, avec un volet plutôt orientation vers les métiers, ce qui est plutôt intéressant. C'était pas un public qu'on avait jusqu'à présent, et c'est vrai que on est assez satisfait de toute cette fréquentation-là parce que on ne savait vraiment pas du tout si ça pouvait intéresser, compte tenu du peu de communication qu'on a eu le temps de faire dans le temps limité. Nous on est là pour ça, on est content de pouvoir participer au dernier moment aussi, mais l'émission Si on parle des sports, c'est aussi pour parler de sport et de ce que vous faites. Donc un grand merci en tout cas de nous avoir contactés. On a joué le jeu au dernier moment, on pourra faire mieux l'année prochaine peut-être pour rentrer dans cet esprit de ce que vous essayez de faire, de donner la parole aux gens, ce que nous on essaye de faire tout au long de l'année, donc c'est une bonne chose. Un dernier mot concernant les intervenants, les partenaires, vous imaginez peut-être d'autres personnes encore, ou est-ce que déjà avec ce que vous aviez déjà une bonne participation ? On avait déjà une bonne participation. Après, ça va dépendre de l'organisation, du lieu, du site. Si on peut accueillir beaucoup plus de participants ou de partenaires, on le fera.
ça demande à être affiné et à être réfléchi. Cette fois-ci, du coup, ça nous laissera. On a un an devant nous pour réfléchir à ce qu'on va faire sur la 2e édition. Donc voilà, à venir. J'en profite pour vous dire un grand merci malgré tout pour votre présence au pied levé. Mais on sait déjà qu'on a déjà un peu discuté que probablement on sera amené à peut-être faire autre chose d'un peu plus grand l'année prochaine. Et ben, si on parlait de sport, c'est l'objectif de cette émission. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette petite échange. On conclut donc sur cette émission que vous pourrez écouter sur les ondes de Et si on parlait de sport. Merci Yannick Morel d'être venu faire la conclusion de cette belle journée. Merci à vous. C'est la fin du match et de cette 28e édition. Retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine. Et si on parlait de sport? Fin du match. Fin du match et de cette 28e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs. Oui, et cette semaine, vous pourrez suivre la 17e journée de Ligue 1. Le 20 décembre, Montpellier reçoit Marseille et Toulouse joue contre Monaco à domicile. Le 22 décembre, place au ski alpin avec la Coupe du Monde Hommes à Madonna di Campiglio en Italie. En rugby et pour le compte de la 10e journée de Top 14, le 22 décembre, Perpignan reçoit Bayonne. Le 23 décembre, Montpellier reçoit Castres et le Stade Toulousain accueille Toulon. Ensuite, le 23 décembre, il y a du cyclocross avec la Coupe du Monde Hommes Élite à Anvers, en Belgique. Et enfin, du 26 au 29 décembre, vous pourrez voir la Coupe du Monde Hommes de ski alpin à Bormio, en Italie. Et on va passer aux annonces offres d'emploi avec notre partenaire Profession Sport Animation 31. Première annonce, le Fontenil FC recherche un ou une apprentie chargée de communication à partir du 8 janvier 2024, durée du contrat 1 an. La mission, animer la communication interne et externe du club, organiser la planification des activités du club, planifier, organiser les actions liées au programme éducatif fédéral, organiser les manifestations proposées par le club et suivi du projet du club 2022-2025. Le profil recherché, un étudiant en formation de management du sport ou de communication, bachelor 3 ou masters. La deuxième annonce, c'est la mairie de Seyss qui recherche un éducateur sportif homme ou femme. Alors l'expérience souhaitée dans un poste similaire, durée hebdomadaire 17h30, la rémunération statutaire, poste à pourvoir à compter du 1er janvier 2024 et l'évolution possible du poste vers un temps plein 35 heures à partir de septembre 2024. Alors la mission, sous la direction du responsable du service sport, vous aurez pour mission d'organiser et piloter des activités d'animation sportive dans le cadre du projet éducatif de la collectivité et encadrer, enseigner et animer différents publics pour les activités physiques et sportives, contribuer à l'épanouissement de l'enfant et favoriser sa sociabilisation dans un environnement sécurisé. Le profil recherché, carte professionnelle d'éducateur sportif obligatoire et un diplôme licence TAPS, mention éducation et motricité souhaitée. Vous pouvez retrouver toutes les offres d'emploi dans le sport sur lesportrecrute.fr. Et au programme de la semaine prochaine, c'est une émission spéciale de Et si on parlait de sport sur le thème Respecter mon sport que nous vous proposerons la semaine prochaine en compagnie des responsables départementaux des 5 sports collectifs basket, foot, hand, rugby et volley à qui nous allons donner la parole pour qu'ils nous parlent de l'initiative qu'ils ont lancée pour lutter contre les incivilités dans le sport. Nous aurons le plaisir d'accueillir pour cette émission Bertie Roy, vice-président du comité Haute-Garonne de handball, Guillaume Biton, président du comité départemental de volleyball de Haute-Garonne, Jean-Marc Saint-Aigne, président du district Haute-Garonne de football, Bernard Pujol, membre du comité directeur de Haute-Garonne de rugby, Céline Guiraud, chargée de communication et d'événementiel pour le comité départemental de basketball de Haute-Garonne. Pour en savoir plus, retrouvez-nous la semaine prochaine. Merci à Luc Belliot, Michel Vergne, Guillaume Abelfaux et Philippe Castet. C'est la 28e émission de Si on parlait de sport. Un très très grand merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter et partager sur les réseaux. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et à Brigitte Linder, sa présidente, pour son aide précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission. Pauline Gaston-Conduite à l'animation radio et au montage son, Marin Dupintis au montage visio pour les plateformes podcast et à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Samperconnect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci à Christian Laotian pour toute la partie développement et marketing de l'émission. Merci Laurent. Merci Pauline. Nous avons eu beaucoup de plaisir à produire et à réaliser cette émission Si on parlait de sport au travers des 60 comités sportifs et autres événements que nous avons reçus à l'antenne pour ces quelques 120 personnes avec qui nous avons échangé cette passion du sport qui vous anime et que nous retiendrons. Merci à vous, nous vous souhaitons de très belles fêtes de Noël et nous vous donnons rendez-vous en 2024 pour de nouvelles aventures de Et si on parlait de sport l'année prochaine.